Bonjour Patrick Kanner. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Sénateur du Nord, président du groupe socialiste au Sénat. On est toujours avec Pascal Jalabert qui représente la presse quotidienne régionale. On l'a vu à Marseille, cette victoire de la gauche unie, symbole peut-être du résultat des socialistes. Mais si on va le voir, il y a eu des divisions. Est-ce que ce matin vous êtes un président de groupe heureux, Patrick Kanner? En tout cas satisfait sur l'objectif que je m'étais fixé avec mes collègues sénatrices et sénateurs socialistes, à savoir rester le deuxième groupe au Sénat, le premier groupe de gauche d'opposition donc au Parlement, Assemblée nationale comprise, et puis une satisfaction qui est à caractère constitutionnel, c'est que nous conservons suffisamment de sièges pour déposer à nous tout seuls un recours devant le Conseil constitutionnel. Et on l'a vu que récemment, cela avait été très utile. Alors vous perdez néanmoins quelques sièges, oui. Vous êtes à 65 selon les projections. Il ne faut pas le cacher. Vous l'aviez prévu ? C'est pas la droite qui les gagne, c'est la gauche qui les perd, puisque là où on perd des sièges, vous voyez, on aurait pu gagner un siège en Ardèche, on aurait pu en gagner un aussi dans les Deux-Sèvres, on en perd dans d'autres départements, c'est essentiellement par la division. Je vous donne un exemple très concret. Nelly Tocqueville, sénatrice socialiste des Seines-Maritimes, perd à 5 voix son siège, son deuxième siège, dans la liste tirée par Didier Marie, 5 voix. Et il y avait dans cette élection, bien sûr, la liste socialiste, la liste communiste, la liste verte et la liste PRG. Voilà, donc l'exemple est arithmétique. L'union est prolifique, on le voit bien dans les Bouches-du-Rhône, on le voit bien aussi dans le Rhône, on le voit bien aussi dans le Bas-Rhin, où je pense que le sénateur vert gagne grâce à l'appui des socialistes en deuxième position. Et puis là, on est divisé, on perd. Et c'est du perdant-perdant, j'insiste. C'est-à-dire que dans une concurrence électorale, on peut se dire, on se présente et on se présente pour gagner. Mais là, c'est perdant-perdant, c'est-à-dire que les socialistes perdent un siège, mais ceux qui nous ont fait concurrence n'en gagnent pas pour autant. Un message aux écologistes. C'est un message à toute la gauche. À savoir que l'union, encore une fois, est nécessaire. Et finalement, c'est la gauche qui perd. Quand un socialiste perd, ou une socialiste perd, c'est la gauche qui perd. Ça veut dire que pour les régionales et départementales, il faut faire des accords dès le premier tour dans les régions, dans les départements, et un accord national peut-être pour se répartir les têtes de liste. Bien sûr, il faut tendre à cela, notamment dans les départementales où les binômes qui existent aujourd'hui dans les cantons permettent justement d'avoir une diversification sur un territoire donné. Sur les régionales, ce sera plus compliqué, on le sait bien, parce que la symbolique de la tête de liste dans les grandes régions est extrêmement importante. Mais il faut tendre à cela, et j'espère que cette élection sénatoriale, qui a de très bons aspects, la création d'un groupe vert, en partie, je dis bien qu'en partie, grâce à cette union dans laquelle les socialistes ont été extrêmement dynamiques, constitue une réponse réelle. Sachons tirer les enseignements positifs et aussi parfois malheureusement négatifs de cette élection sénatoriale. On va reparler des régionales, mais restons au Sénat. Vous parlez de la création de ce groupe vert, a priori une douzaine de sénateurs. Est-ce que pour vous c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle. C'est la traduction d'une évolution. Et je vous rappelle quand même que les Verts avaient un groupe sous le quinquennat précédent qui a disparu en 2017. Donc c'est simplement le retour vers une situation normale et je dirais, traduisant dans les sénatoriales les bons scores dans les grandes cités qui ont été gagnées par les Verts, et souvent, même très souvent, aussi liées à l'union. Mais vous parlez justement, puisque vous revenez toujours à l'union, est-ce que vous actez la création d'un groupe écologiste indépendant, ou est-ce que vous dites il faut qu'on discute pour un grand groupe de gauche commun? La gauche sort finalement renforcée, globalement, au Sénat, avec ces 3 groupes. Je pense que la sensibilité que représente aujourd'hui Europe Écologie Les Verts et d'autres partenaires de ce grand parti politique, aujourd'hui, il faut le dire tel quel, mérite d'être représentée ès-qualité. La responsabilité qui sera la nôtre demain, entre Parti communiste, le groupe CRCE, le groupe socialiste républicain et le groupe des Verts, je ne sais pas comment il s'appellera exactement à ce stade, c'est de travailler ensemble pour que la voix de la gauche, qui représentera finalement une centaine de parlementaires, puisse être entendue ici au Sénat et au niveau national. Justement, au Sénat, c'est facile parce qu'il y a les communistes, les Verts, les socialistes et puis quelques radicaux de gauche. Mais au niveau national, jusqu'où situez-vous la gauche que vous dites qui doit s'unir pour les régionales départementales? Est-ce qu'il y a M. Mélenchon dedans ou pas? M. Mélenchon fait partie de la gauche, sauf erreur de ma part. C'est une gauche
à caractère protestataire, qui parfois fait des exclusives. Et je le vois bien dans ma région des Hauts-de-France, où le leader potentiel de LFI pour les élections régionales, M. Bernalicis, député de Lille, a dit récemment, dans La Voix du Nord, un journal que vous connaissez bien, il a dit « Mais moi, je m'adresse à tout le monde, sauf aux socialistes. » C'est pas bon signe. Parce que nous sommes de gauche, nous sommes dans l'opposition, nous sommes un parti de gouvernement, et il est hors de question d'imaginer un seul instant que l'on puisse gagner sans les socialistes. Vous êtes intéressé par les régionales, personnellement? Oui, je l'ai dit, je pense que je peux être utile pour réparer l'anomalie démocratique de décembre 2015. À quelle place, nous le verrons bien. Nous avons des instances qui vont maintenant se réunir. Un appel à candidature va être lancé début octobre. Je serai candidat pour être, non pas tête de liste, mais pour être chef de file des socialistes. Peut-être qu'il y aura d'autres socialistes, et donc ce sont les militants qui choisiront. Mais il y aura un socialiste parce que, alors Fabien Roussel, il nous disait la même chose. Je suis candidat pour être utile. Vous êtes candidat pour être utile. Mais heureusement, on est tous utiles. À quel moment vous allez discuter, vous mettre d'accord, et qui va tirer la liste? Ça, je vous conseille qu'à un moment donné, il faudra bien une seule personne, homme ou femme. Ça, mais le fait que nous ayons des personnages politiques qui ont souvent une envergure nationale, permettez-moi de m'y mettre, mais aussi Fabien Roussel, par définition. Mais vous avez Damien Carême, pour les Verts, qui est aussi député européen, extrêmement connu et reconnu. Donc, tout cela montre que toute la gauche réunie veut faire de cette élection une élection très importante. Et c'est pour moi un signe positif. C'est vrai qu'après, il faudra bien se mettre d'accord sur... Et vous discutez d'ores et déjà? Vous discutez avec Fabien Roussel? Moi, je souhaite... Non, pas à ce stade, non. Je suis très clair avec vous. Et puis, en plus, je ne suis pas encore désigné chef de file, donc je reste à ma place simplement de sénateur. Mais par contre, si discussion il doit y avoir, elles devront d'abord porter sur le projet. Quel projet crédible, alternatif à la politique de droite menée par M. Xavier Bertrand? M. Xavier Bertrand est un président de droite qui n'a pas d'opposition, parce que l'opposition au Front National, pour moi, ce n'est pas une opposition, c'est une protestation essentiellement. Il faut une opposition, et j'espère même peut-être une majorité dans les Hauts-de-France, si la gauche est capable de se réunir. Si la gauche était réunie en 2015, si elle avait su se faire, je dirais, si elle avait su forcer le destin en étant réunie, elle aurait été devant M. Bertrand et l'histoire n'aurait été différente. Justement, on va faire un peu, dernière question sur les régionales, on va faire un petit peu de politique fiction. Vous le disiez, en 2015, la gauche s'est retirée puisqu'il y avait Xavier Bertrand et le Front National à l'époque qui était à 40%. Qui était en bonne position pour l'emporter. La gauche s'est retirée pour éviter l'élection du Front National. Comment PACA. Est-ce que si la situation se reproduit en mars prochain, la gauche se retirera à nouveau? Vous dites cette fois, on se maintiendra quoi qu'il arrive. Politique fiction ou boule de cristal est-ce que le Front National, que j'appelle toujours Front National, vous l'aurez remarqué, fera 40% sans Mme Le Pen, qui ne sera pas candidate? On annonce M. Chenu pour être candidat. Je crois que le Front National fera moins. Et que donc on retrouvera peut-être des clivages plus classiques. Ça a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure, y compris sur votre plateau, par mon prédécesseur. Moi, je considère aujourd'hui qu'il n'est pas possible que la gauche soit écartée de responsabilité au sein du Conseil régional pendant 12 ans. Ce n'est pas possible. Et donc, à ce plateau, je vous dis que la gauche doit être présente. Il faut réparer l'anomalie démocratique. Et donc, vous avez pu interpréter en creux mon propos. Donc, quoi qu'il arrive, vous vous maintiendrez pour ce second tour. Alors justement, on vient de parler du clivage droite-gauche, mais au milieu, il y a aujourd'hui La République En Marche, qui a toujours voulu casser ce clivage. Elle s'en est pas trop mal sortie de ces régionales, on lui prédisait le pire. Sénatorial, vous voulez dire sénatorial, pardon. Oui, et les régionales, on verra. Voilà, sur ces sénatoriales, comment vous positionnez par rapport à ce groupe? Est-ce que vous pouvez discuter avec eux ou alors vous êtes dans leur opposition? Au Sénat, on discute avec tout le monde. Et il y a parfois des textes sur lesquels on se retrouve avec la REM ou qu'on combat face à la REM. Ça dépend des situations. On est capable, vous voyez, sur la PMA, nous étions à leur côté. Et heureusement d'ailleurs que la gauche était là pour faire passer la PMA au Sénat en première lecture. Mais par contre, on est opposé à la REM quand elle propose le texte asile-immigration. Donc nous ne sommes pas dans une opposition systématique. Voilà, nous ne sommes pas dans une position protestataire. Nous nous opposons et nous construisons des réponses qui peuvent être parfois communes. Même ligne que Gérard Larcher, l'opposition constructive.
Bien sûr, mais je veux dire, nous sommes un parti de gouvernement. On sait très bien qu'il y a l'idéal à atteindre et puis il y a la réalité de la vie quotidienne, politique, qui fait qu'il faut savoir passer des compromis sans être dans la compromission. À partir de là, la REM, aujourd'hui, a pris un sillon. C'est le sillon de la droite libérale. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, quand on a Édouard Philippe pendant 3 ans au gouvernement et maintenant M. Castex pendant 2 ans, jusqu'à nouvel ordre ne sont pas des hommes de gauche, ça se saurait. Et même s'il y a quelques personnages issus de la gauche qui sont perdus, on voit bien qu'aujourd'hui, y compris avec le ministère de l'Intérieur, c'est la droite qui est au pouvoir. Et M. Macron ne s'en cache pas, et d'ailleurs il va braconner, permettez-moi l'expression, y compris maintenant de grands élus de droite. Je pense à Christian Estrosi, qui clairement a fait des offres de services pour le prochain quinquennat. Donc les choses se clarifient. La vraie question qui se pose... Mais quand vous dites les choses se clarifient, ça veut dire, si on suit votre raisonnement, que la droite aujourd'hui ne peut pas se revendiquer comme une force d'opposition, puisque le gouvernement est à droite ? En tout cas, la droite aujourd'hui est braconnée sur le plan des personnes et siphonnée sur le plan des idées par M. Macron. Et la droite n'a plus qu'un seul chantier, c'est la sécurité. Être hyper sécuritaire, un peu plus que le gouvernement, sans tomber dans le sillon, là aussi, de l'extrême droite. Il ne reste plus grand-chose, parce que la politique économique et sociale du gouvernement, je pense que M. Dallier pourrait la partager. D'ailleurs, il la partage en grande partie. Donc, la droite, aujourd'hui, a très peu d'espace, alors que la gauche en a retrouvé. La gauche a été explosée au début du quinquennat, toujours par cette logique du braconnage et du siphonnage. Aujourd'hui, nous retrouvons des couleurs politiques, de la clarté politique, et c'est tant mieux. La droite est dans une difficulté de position sur l'échiquier politique français bien plus importante. Et donc, la vraie question, c'est est-ce que M. Macron sera en 2022 ou non le candidat de la droite? Mais ça, il faut poser la question aux intéressés. Alors justement, le plan de relance arrive, présenté par le gouvernement et la majorité. Vous dites, c'est une politique libérale. Vous allez vous y opposer? De quelle façon? Alors déjà, ce plan de relance devra être intégré dans la loi de finances. Oui. Donc, et nous aurons des amendements, le budget, voilà, pour être plus clair pour nos téléspectateurs. Donc nous aurons des propositions, nous ferons un contre-budget avec Valérie Rabault, comme nous le faisons depuis maintenant 3 ans. Je crois que c'est sain de dire qu'il y a une autre voie possible. Sur quelle grande ligne, ce contre-budget? Sur le social. Enfin, je crois qu'il est clair que pour nous, nous allons devant une catastrophe sociale et que donc l'absence de mesures réelles pour la jeunesse, l'absence de mesures pour le pouvoir d'achat, on dirait que ça devient un gros mot. Mais il faut... les gilets jaunes, là, sont aujourd'hui en déliquescence, j'ai envie de dire, de présence sur le terrain. Mais le malaise est toujours là. Donc les classes moyennes inférieures continuent à souffrir. Elles vont souffrir encore plus demain. Les jeunes vont se retrouver devant une vague de chômage qui va les submerger. Et donc le social n'est pas assez représenté. Des choses ont été faites sur l'écologie, de manière pour moi résiduelle, mais aujourd'hui, aucun effort n'est demandé ni aux chefs d'entreprise qui vont bénéficier encore de la baisse des impôts de production, ni aux plus fortunés de nos concitoyens qui ont bénéficié depuis 3 ans des largesses du gouvernement. Donc ça, ce n'est pas supportable. S'il y a de la solidarité, il ne peut pas être réparti de manière équivalente pour tout le monde. Il faut de l'équité. Et l'équité, c'est faire payer peut-être un peu plus en cette période de crise ceux qui en ont les moyens. Patrick Kanner, vous avez annoncé vouloir vous représenter à la présidence de votre groupe. Vous savez déjà si vous aurez des concurrents ou si vous êtes le seul candidat? Écoutez, le secrétaire général du groupe socialiste et républicain lance ce matin même l'appel à candidature. L'élection aura lieu demain matin à 10h. Je serai candidat à ma succession. S'il y a d'autres candidats, j'ai envie de dire que la démocratie... Vous n'en avez pas entendu parler? J'en ai pas encore entendu parler, que la démocratie passe. Vous nous dites, vous rappelez, vous êtes le premier groupe parlementaire de gauche au Parlement. Vous nous dites la gauche a un espace. Est-ce que votre mission à la tête de ce groupe, ça va être de montrer que le Parti socialiste existe encore? Oui, c'est essentiel. Et que le Parti socialiste n'est pas un parti en déliquescence. Nous l'avons montré au municipal. Nous le confirmons de fait aux élections sénatoriales. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que le Parti socialiste soit uniquement un parti d'élus locaux? Non, parce qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, c'est 30 à 40 000 militants, sauf erreur de ma part. Je n'ai pas les derniers chiffres que possède Olivier Faure. Nous avons montré que nous pouvions nous rassembler. Vous savez, j'étais à Blois pendant 4 jours. J'ai vu 2500 militants et sympathisants socialistes. Non, les valeurs que nous représentons existent. Ce qui est certain, c'est que la vraie question, et ce sera le débat du Congrès que nous aurons en décembre à Villeurbanne, c'est est-ce que nous devons peut-être faire évoluer la page du grand parti d'Épinay? Est-ce qu'il y a des évolutions pour intégrer peut-être d'autres préoccupations que nous n'avions pas à Épinay? La préoccupation peut-être d'une République forte,
c'est quoi la laïcité aujourd'hui, c'est quoi le service public aujourd'hui dans notre pays au travers de la République, et aussi bien sûr la transition écologique. Donc nous avons encore du chemin. Nous avons une existence de plus de 100 ans, vous le savez aujourd'hui. Eh bien, nous ne sommes pas morts et nous allons le démontrer. Avec toujours Olivier Faure à sa tête, c'est lui que vous soutenez à la tête du PS pour ce congrès? Olivier Faure sera sûrement candidat à sa succession. Nous verrons bien s'il y aura d'autres motions. Moi, je soutiens... vous ne doutez pas clairement. Non, mais je le dis simplement. Moi, je souhaite que nous ayons, par exemple, un candidat aux élections présidentielles. Et que, le parti, son premier secrétaire, l'ensemble des élus doivent tout faire pour y parvenir. Et il n'y a pas de fatalité à ce qu'il n'y ait pas de candidat aux élections présidentielles. Comment il faut le désigner par une primaire? C'est une question. Est-ce que c'est une primaire interne, une primaire externe? En tout cas, on est venu là-dessus depuis le début de notre entretien. Je suis convaincu que si aux élections présidentielles il y a un candidat LFI, un candidat socialiste, un candidat vert, M. Macron a boulevard devant lui. de la grande tranquillité devant lui.